Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Choc des savoirs et retour à l'exigence. C'est le message du gouvernement pour ce brevet 2024 qui évolue. Mais quels sont les changements et surtout qu'en pensent nos invités? On en parle dans quelques minutes dans la question du jour. Alors que le nouveau programme de cours d'éducation à la vie affective et sexuelle s'appliquera dès la rentrée 2024, eh bien, on vous propose de démonter les idées reçues sur la sexualité avec l'autrice Clémentine Dupont-Avis. Comme chaque vendredi, vous retrouverez Guillaume Buan pour l'agenda du week-end. Au menu des cerfs-volants, une ambiance Harry Potter dans un château, mais aussi des courses hippiques. Guillaume que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Au lendemain des annonces de Gabriel Attal pour endiguer la violence des jeunes et mettre en place un sursaut de l'autorité, eh bien l'heure est aux réactions, tout d'abord du côté politique. Et en déplacement sur l'île de la Réunion, c'est Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, qui souhaite des actes et non plus des mots. Le temps des mots est passé, Gabriel. La moitié de ce qu'il a dit est juste moi, Premier ministre, je vais m'engager à faire appliquer la loi. Oui, ce serait pas mal, en effet. Moi, j'attends de voir la réalité des consignes qui seront données au parquet. J'attends de voir la réalité du nombre de procédures qui seront engagées, notamment contre les parents défaillants, parce que pour l'instant, c'était à peu près proche de zéro. Moi, je n'ai aucune raison de faire confiance spontanément à Gabriel Attal sur ces sujets-là. Les gouvernements Macron ont été terriblement défaillants dans le domaine de l'autorité de l'État. Alors hier soir, chez nos confrères de BFM TV, Gabriel Attal a dénoncé aussi des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire un entrisme islamiste, notamment en prenant les préceptes de la charia dans nos écoles. Réaction ce matin de Mathilde Panot sur RMC. Il promeut les mêmes solutions politiques que le Rassemblement national, que ce soit l'uniforme à l'école, que ce soit l'école du tri social avec le choc des savoirs où on va trier les enfants dès 11 ans, que ce soit le système de toute sanction où à la fin, vous vous retrouvez dans un pays où le pouvoir a décidé de se protéger des enfants plutôt que de protéger les enfants. Par ailleurs, une hausse des violences a été observée et confirmée par le préfet de Paris, Laurent Nunez. C'était ce matin sur France Inter. Le Premier ministre a bien rappelé que ça ne concernait qu'une minorité de jeunes, qu'il ne fallait pas stigmatiser évidemment la jeunesse, loin de là. Mais oui, chez un certain nombre des adolescents, parfois, on voit bien qu'il y a un basculement dans la violence qui se fait beaucoup plus rapidement qu'avant, ou en tout cas le moindre conflit peut tout de suite entraîner des actes et des gestes violents. Oui, on le constate, nous, sur le terrain, une forme de violence, et notamment entre jeunes. La possibilité de sortir les jeunes qui posent le plus de problèmes de leur environnement et d'avoir une chance finalement de trouver un autre chemin, évidemment que c'est une bonne solution, évidemment. Et du côté des syndicats, Guillaume, quelles sont les réactions? Eh bien, sur la question de l'internat, tout d'abord, qui, rappelons-le, est sur la base du volontariat, avec des échanges entre les parents et la direction des écoles. L'objectif étant de garantir une scolarité normale pour ces jeunes, loin de l'environnement nocif. C'est un exercice qui a ses limites pour Jean-Rémy Girard, le président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur. Si on met 40 élèves violents, décrocheurs dans le même internat, il y a quand même de fortes chances que l'ambiance à l'internat soit un peu particulière. Ce n'est pas spécifiquement pensé pour les élèves difficiles. Alors du côté du SNES-FSU cette fois-ci, par la voix de sa secrétaire générale Sophie Vénétité, il y aura bien des échanges pour trouver des solutions, notamment lors du Grenelle qu'a annoncé le Premier ministre, mais il en faudra beaucoup plus pour convaincre. Sortir des effets d'annonce, parce que là on a plus l'impression d'avoir eu un ministre de l'agitation nationale plutôt qu'un ministre bis de l'éducation nationale ou un premier ministre. Il a recyclé beaucoup de choses existantes. Il a surtout énoncé des choses qui existent déjà. Donc à un moment il faut plutôt nous donner les moyens d'agir sur le long terme plutôt que de faire un discours qui va marquer les esprits pendant quelques heures et qui après nous laissera seuls avec nos difficultés au quotidien dans les collèges et les lycées. Alors concernant à présent un autre constat qui a été fait par Gabriel Attal, celui de le retour à l'autorité pour Lydia Advenier, la représentante du syndicat des chefs d'établissement. Elle est tout simplement en désaccord avec le Premier ministre. Écoutez. Je ne pense pas que l'autorité ait disparu à l'école. Je pense qu'on continue d'appliquer toutes les sanctions qui sont prévues dans les règlements intérieurs, puisque les règlements intérieurs existent. Donc l'autorité n'a pas disparu, on l'applique. Et pour terminer, cette fois-ci concernant le brevet ou encore le bac, des points qui pourraient être retirés lorsqu'un élève est perturbateur et des mentions pourraient être inscrites d'ailleurs dans Parcoursup. Une nouvelle fois, Lydia Advenier a une réponse très claire. Écoutez.
Non, c'est contraire à ce que l'on applique depuis des années, puisque les résultats scolaires des élèves doivent être décorrélés de leur comportement. C'est fait partie du Code de l'éducation. On ne doit pas, au travers d'un bulletin scolaire, sanctionner le comportement d'un élève, donc a fortiori dans son dossier Parcoursup. Après, il y a des mises en garde pédagogiques qui existent dans tous les établissements, y compris pour des problèmes de comportement, mais ça ne doit pas porter préjudice à l'évaluation, à la notation, si vous voulez. Et dans le Bas-Rhin, au lendemain d'une agression au couteau devant une école, une adolescente de 14 ans est décédée à la suite d'un arrêt cardiaque. Oui, le malaise de cette collégienne était survenu en plein confinement de son établissement, secouru par des enseignants qui ont très vite appelé aussi les pompiers. Elle est décédée en fin d'après-midi, explique le recteur de l'académie. Concernant les 2 fillettes qui avaient été blessées, âgées de 7 et 11 ans, elles vont bien, elles ont quitté l'hôpital. Pour ce qui est de l'assaillant et du suspect, il s'agit d'un homme de 30 ans sans antécédents judiciaires qui présente des fragilités psychiatriques. Il est placé en garde à vue. Les classes ont rouvert un dernier jour avant les vacances dans cette région. Une cellule d'urgence a d'ailleurs été mise en place. À Grand-Sainte, 2 jours après l'agression violente qui a causé la mort d'un jeune homme, Philippe, 22 ans, les 2 mineurs sont présentés à un juge d'instruction. Âgés de 14 et 15 ans, ils sont connus effectivement des services de police. Le plus jeune suspect a reconnu sa participation au fait. Il déclare, notamment avec plusieurs autres adolescents. Ils ont créé un profil virtuel, celle d'une adolescente de 14 ans sur un site de rencontre. Leur but étant de monter un guet-apens. Ce dernier n'a exprimé aucun regret. Il a raconté avoir aspergé la victime de gaz lacrymogène avant de lui asséner plusieurs coups, notamment lorsque le jeune homme était inanimé. La parole continue de se libérer dans l'armée. 3 enquêtes sont ouvertes pour des soupçons d'agression sexuelle et de misogynie à l'école Saint-Cyr. Là où sont formés nos officiers. Entre juillet et novembre dernier, le général de division annonce notamment chez nos confrères de Ouest France ouvrir une 4e enquête. Alors sachez que RMC a recueilli le témoignage justement d'une ancienne élève d'un des 6 lycées militaires pour intégrer Saint-Cyr. Elle dénonce globalement la réalité du monde militaire, un monde qu'elle décrit comme sexiste. Écoutez. Quand toute la compagnie se réunit pour faire l'appel, le commandant me prend à part et me dit quelque chose comme « c'est toi la pute qui t'es fait sauter dans une classe ». C'était du harcèlement quotidien des garçons de ma classe. Et au bout d'un moment, c'est très très lourd. On a eu un nouveau chef de corps, particulièrement misogyne, qui nous a dit vous vous débrouillez comme vous voulez, mais la prochaine cérémonie, je veux qu'il n'y ait plus qu'une seule fille dans la garde au drapeau. C'est à ce moment-là que je me suis dit je veux absolument partir, même si c'était mon rêve de rentrer dans l'armée. Dans ma classe, du coup, en première année, on était 10 filles. Il n'y en a qu'une qui est restée à la fin de l'année. Toutes les autres, on a décidé de partir. Alors le général annonce également qu'il ne peut y avoir de culture du silence. Néanmoins, l'ex-élève l'assure, sa hiérarchie lui a demandé de se taire pour ne pas briser les carrières des élèves militaires. Affaire à suivre en effet. Merci beaucoup Guillaume. Moins de poids pour le contrôle continu, un examen essentiel pour l'entrée au lycée. Le brevet 2024 dévoile ses contours et se veut plus exigeant pour en finir avec le diplôme pochette surprise auquel trop d'élèves n'accordaient pas d'importance. Brevet 2024, c'est la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Tristan Brams. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire fédéral du SCEN CFDT. Et face à nous, par Skype, Julien Caron, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Université de Picardie-Jules Verne, rédacteur en chef adjoint de la revue Carrefour de l'éducation. Aujourd'hui, on s'intéresse à un examen qui a été trop longtemps délaissé, voire peu regardé, ou encore trop longtemps considéré comme un diplôme inutile. On pourrait dire ça ou pas, Tristan Brams ? Écoutez, pour le SCEN CFDT, effectivement, le brevet des collèges, qu'on appelle le diplôme national du brevet aujourd'hui, est un diplôme qui n'a pas forcément une utilité très importante aujourd'hui. Et donc, la nécessité d'en faire quelque chose de plus important nous échappe assez largement. Pour ce qui nous concerne. Mais cela vous paraissait essentiel de le modifier justement, de revenir c'est un principe un peu plus ancestraux, ou alors de le modifier autrement, comme il a été proposé? Le diplôme national du brevet n'a pas toujours fonctionné de la même façon. Il y a eu des moments où c'était uniquement le contrôle continu qui permettait de l'obtenir. Actuellement, on a des épreuves terminales qui existent en plus du contrôle continu. Et c'est vrai que pour nous, il y a un petit peu une concurrence entre ces deux types d'évaluation
l'évaluation, et en particulier parce que le diplôme national du brevet vient aussi sanctionner l'acquisition du socle commun de compétences et de connaissances par l'intermédiaire de niveaux de compétences, en même temps qu'il évalue sous la forme d'épreuves terminales, ce qui nous semble être assez constituer une sorte de brouillage sur ce diplôme national du brevet. Pour nous, c'est vraiment la question de la maîtrise du socle commun qui importe, et nettement moins la question de mettre des notes, de procéder à une sorte de sélection en fin de collège. Alors on va en parler justement parce qu'on y revient un peu à tout cela. Julien Caron, est-ce que vous avez l'impression que cet examen était un diplôme assez inutile et que finalement expliquer le fait qu'il ait été qu'une formalité était logique, ou il fallait aussi modifier cette donne ? Non, historiquement, ce n'est pas un diplôme inutile parce que de manière traditionnelle, il permettait notamment à ses détenteurs de passer les concours de la fonction publique, notamment pour accéder à des métiers intermédiaires ou des petits métiers. Et ça a toujours été le cas depuis, on va dire, la création du premier brevet au début du 19e siècle, comme lorsque le fameux BEPC, un brevet d'études du premier cycle, a été créé en 1947, c'est-à-dire le brevet des collèges contemporains. Et d'ailleurs, le brevet des collèges aujourd'hui permet toujours d'accéder au concours de la fonction publique pour la catégorie C. Oui, voilà, c'est ça, de la fonction publique. Gabriel Attal dit un examen qui a du sens, c'est un examen qui a des conséquences. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de Gabriel Attal, Julien Caron ? C'est-à-dire que le sens de l'examen, le brevet des collèges, a toujours été un petit peu difficile à trouver. Néanmoins, il n'a jamais eu cette fonction d'examen barrière, comme ça a pu être le cas pour le baccalauréat, mais il a toujours eu une fonction on va dire de sanction des connaissances essentielles en fin de scolarité obligatoire depuis la seconde moitié du XXe siècle. Et où il a été adossé au socle commun, comme ça a été rappelé tout à l'heure, depuis la création du socle commun en 2005. Gabriel Attal veut donc réformer ce fameux brevet et en faire un examen de passage obligatoire pour la seconde. Qu'en pensez-vous ? Vous l'avez compris, pour nous, effectivement, sanctionner l'acquisition du socle commun de compétences et de connaissances est quelque chose de très pertinent, qui peut d'ailleurs être utile, pourquoi pas, pour passer certains concours de la catégorie C de la fonction publique. Cependant, en faire davantage nous semble pas approprié. On s'est beaucoup appuyé sur les résultats de l'enquête PISA pour justifier un certain nombre de réformes dont font partie les mesures sur le diplôme national du brevet. Ces enquêtes, elles montrent aussi que notre école a tendance à stresser beaucoup les élèves, et rajouter du poids à cet examen ne nous semble pas aller dans le sens d'une prise en compte de ces résultats. Elle montre aussi qu'on n'arrive pas à produire une égalité au sein de cette école, et pour nous, ce brevet qui s'appuierait davantage, puisque c'est le projet pour 2025, sur les notes finales en particulier, ne va pas du tout dans le sens de tenir compte de ce que dit PISA. Alors justement, vous parliez des notes, du contrôle continu. Le contrôle continu aura moins de poids a priori, un symbole d'exigence des concours. On veut revenir à un examen fort. Jusqu'ici, on rappelle quand même, 400 points étaient dévolus au contrôle continu et 400 à l'examen. Là, on reviendrait à un pourcentage de 60-40, c'est ça ? 40 pour le contrôle continu ? Oui, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Et donc, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi remplacer les seuils de compétences qui existent aujourd'hui pour les 400 points du contrôle continu par toutes les notes qui sont mises dans les différentes disciplines au collège. Donc on passe à autre chose et on tourne un petit peu le dos quand même au socle commun de compétences et de connaissances, ce qui nous semble tout à fait problématique. Oui, parce que là, ce dont vous parlez, effectivement, c'est assez important. C'était 8 domaines de formation, j'ai lu ça comme terme proposé, 8 domaines de formation qui étaient effectivement le reflet finalement du niveau de l'élève à l'époque. Et cela, on le change pour revenir à une moyenne de toutes les notes obtenues sur toute l'année, c'est bien ça ?
Oui, c'est-à-dire, oui, tout à fait. En fait, les 8 compétences qui sont évaluées chacune sur 50 points pour produire les 400 points de contrôle continu, il y a en fait 4 compétences plutôt adossées à la langue et 4 autres compétences. C'est un petit peu ce qu'on considère que chaque élève, chaque citoyen, citoyenne devrait savoir faire à l'issue de la scolarité obligatoire. Et c'est donc là-dessus que le collège avait une mission forte pour nous. Et c'est pour ça que pour nous, c'est tout à fait inapproprié de renforcer plutôt les notes et le contrôle final, et c'est pourtant ce qui est en projet. Je souligne simplement que c'est en projet, c'est-à-dire que les textes ne sont pas encore connus. Le Conseil supérieur de l'éducation n'a pas encore été saisi de ces textes-là. Pour l'instant, on en est à des annonces. D'accord, mais pour être bien clair, en fait, ces 8 domaines effectivement de compétences dont on parle, enfin de formation dont on parle, sont réduits en pourcentage, mais ça reste quand même des domaines pour lesquels les élèves doivent avoir un certain niveau. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est l'objectif de la scolarité au collège que de réussir à atteindre ce socle commun pour que chacun de nos des futurs adultes soit capable, eh bien, à la fois dans son métier, dans sa vie privée, dans sa vie de citoyenne ou de citoyen, eh bien, de pouvoir vivre dans notre société. C'est ça l'objectif du socle commun de compétences et de connaissances. Quand on parle de socle commun, ça nous fait forcément penser à Parcoursup, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Julien Caron, j'aimerais savoir aussi si ce retour finalement au poids de l'examen et moins du contrôle continu, eh bien, ça pas une façon de discréditer aussi la plateforme Parcoursup et donc de peut-être voir dans les prochains mois une modification aussi de l'examen du bac. Aujourd'hui, c'est difficile à prédire. Mais en tout cas, on a la sensation en effet qu'il y a un nouveau palier qui est créé entre le collège et le lycée. Et on voit bien que dans cette réforme du brevet, il y a une volonté de drainer, on va dire, un petit peu différemment les flux d'élèves qui vont vers le lycée et éventuellement, par la suite, à la sortie du lycée, vers l'enseignement supérieur. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une façon finalement de pousser aussi les élèves vers une orientation un peu moins choisie et donc une orientation, pourquoi pas, Tristan Brahms, vers la voie professionnelle davantage ? Alors évidemment pour nous ce n'est pas les résultats au brevet qui devraient décider de cette orientation. Pour nous la voie professionnelle est une voie tout autant intéressante pour les élèves que les autres voies technologiques et générales. Et le fait de rendre le brevet une condition nécessaire pour passer en seconde, eh bien nous semble pas du tout aller dans le bon sens. C'est-à-dire que on va forcer des élèves, c'est pas à la rentrée prochaine, puisqu'à la rentrée prochaine, on est en préfiguration de cette mesure qui, elle, par contre, est déjà promulguée. On va forcer les élèves à faire une année de plus de préparation seconde. Alors, normalement, ça n'aura pas d'effet sur le fait qu'ils aillent en voie professionnelle ou en voie générale et technologique, mais on sait aujourd'hui quels élèves ont du mal à obtenir le diplôme national du brevet, un diplôme national du brevet qui sera rendu plus difficile à la fois par la suppression des correctifs académiques, mais aussi par donc ce poids plus important donné aux épreuves finales. Pour nous, ça va contribuer effectivement à trier davantage les élèves et effectivement peut-être à en envoyer davantage vers une voie professionnelle qu'ils n'auraient pas choisie, pour laquelle ils n'auraient pas construit un projet de formation et qui n'est donc pas une voie de réussite. Or, nous sommes favorables à des réussites qui peuvent être sous différentes formes. La voie professionnelle peut en être effectivement, alors choisie et en même temps tenant compte des résultats quand même. Certes, voilà. Mais enfin effectivement que la voie professionnelle ne soit pas une voie non choisie, une voie de garage, mais qu'elle soit vraiment choisie comme une condition effectivement d'excellence. La fin du correctif académique, vous venez d'en parler à l'instant, cette pratique, elle permet d'augmenter artificiellement, si je puis dire, les notes du brevet en fonction des territoires. C'était bien ou pas bien, justement, cette fin ? Alors si vous voulez, on a un petit peu appris, enfin c'était assez flou ces correctifs académiques, d'ailleurs on n'a pas de chiffres très précis, il y a des choses qui ont circulé dans la presse, on ne sait pas si c'est vraiment ces chiffres qui sont valables, on sait juste par contre qu'effectivement ces correctifs académiques permettaient d'augmenter artificiellement, en tout cas artificiellement, pas conformément aux résultats obtenus par les candidats et candidates, les résultats au brevet, et pour nous c'est aussi révélateur du fait que le DNB ne permettait
permettait pas d'évaluer correctement, puisque dans certaines académies, on était obligé de pousser les résultats. Donc il y avait déjà un problème, il y avait déjà une question sur laquelle il aurait fallu se pencher, et aujourd'hui, la réponse qui est donnée à cela, alors que probablement les correctifs permettaient d'avoir un peu plus de justice sociale au brevet, eh bien, c'est de supprimer ces correctifs sans chercher justement à remédier à ces inégalités. Et pour nous, ça ne va pas du tout dans le bon sens, pas les correctifs, mais le fait qu'on ne s'intéresse pas à la question des injustices. Alors c'est ça la question des injustices, parlons-en Julien Caron, des inégalités en fonction de l'apprentissage et en fonction du lieu où on situe des territoires. On le sait, c'est valable partout. Les enfants n'ont pas les mêmes chances de réussite, malheureusement, en France, en fonction de là où ils se trouvent et en fonction de leur IPS, de leur indice de position sociale des familles. Est-ce que cela, le correctif académique, c'était une bonne ou une mauvaise idée, selon vous, de le supprimer ? Alors, les correctifs académiques permettaient en effet de lisser les résultats et de dosser les résultats dans des territoires dont on connaissait les difficultés. Mais en effet, s'il faut remplacer ces correctifs académiques, il faut les remplacer par aussi une évaluation qui soit plus équitable entre les différents territoires et entre les différents élèves. Oui, différents territoires et différents élèves, surtout qu'il y a la question des groupes de niveau qui vient de s'ajouter cette année. Donc est-ce qu'on n'a pas ce sentiment que l'idée du socle commun jusqu'à 16 ans est complètement disloquée à ce moment-là, avec à la fois cette logique du brevet national des collèges, plus les groupes de niveau, plus le problème des correctifs académiques? Alors, on est en effet là dans une véritable rupture qu'a choisi Gabriel Attal concernant la réforme du collège. La tendance, on était plutôt depuis le début des années 2000 et même encore en 2013-2014, on était une tendance à un réel adossement de l'évaluation du brevet sur le socle commun de connaissances et de compétences. Et d'ailleurs, le Conseil supérieur des programmes en 2014 avait souhaité tout simplement, sans être suivi sur ce point, mais avait souhaité supprimer l'examen final du brevet et qu'il ne soit uniquement évalué en contrôle continu à partir du socle commun. Donc c'était la tendance, on va dire, depuis le début des années 2000. On voit que là, le choix qui est fait tourne le dos à ce qu'on appelle cette école du socle. Alors bien évidemment, la réforme de l'examen, la réforme du brevet aurait pu finalement sanctionner, comme ça a été le cas à plusieurs moments dans l'histoire, sanctionner des évolutions du système éducatif, mais on voit bien que si le brevet consacre un petit peu cette école du socle et la fin du collège, cette fois-ci, il tourne le dos en effet à l'évaluation du socle. Alors pour ceux qui échouent à ce fameux examen du brevet, il n'y a pas de redoublement, mais il y a un passage par une classe qu'on appelle prépa-lycée. C'est une classe transitoire. Est-ce qu'on sait comment ça va être organisé, cette classe? Déjà, qui fera cours? Alors, pour la rentrée 2024, on est dans une préfiguration, c'est-à-dire qu'on a un établissement par département qui va accueillir une telle classe pour des élèves qui seront volontaires. Alors, on ne sait pas pourquoi ils pourraient être volontaires si jamais ils ont obtenu leur passage, mais pas le DNB. On avait des élèves jusqu'ici qui n'avaient pas le DNB et qui passaient en seconde. Donc là, certains vont aller vers ces classes de préfiguration. Il y a des horaires disciplinaires qui ont été promulgués déjà pour cette classe-là, qui visent plutôt à acquérir ce qui devait être acquis au collège, mais dans un lycée, souvent avec un internat pour permettre aux élèves de rejoindre ce lycée unique dans chaque département. Voilà, c'est une année supplémentaire. Pour nous, c'est une année qui sera probablement stigmatisante quand même pour les élèves qui devront l'accomplir, surtout qu'à partir de la rentrée 2025, par contre, cette mesure est obligatoire. C'est-à-dire que tout élève qui a passé le DNB et qui a échoué au DNB
DNB, s'il avait obtenu un passage en seconde, qu'elle soit professionnelle, générale ou technologique, devra nécessairement passer par cette prépa lycée. Et cette prépa lycée, à l'issue de cette prépa lycée, est-ce qu'il repasse le brevet ? Ça n'est pas prévu. Ça n'est pas prévu qu'il repasse le brevet. D'ailleurs, on avait interrogé en Conseil supérieur de l'éducation la direction générale de l'enseignement scolaire sur ce sujet. Ça n'est pas prévu. Par contre, il est prévu que l'élève qui aurait obtenu une orientation, par exemple en seconde professionnelle, et qui voudrait finalement plutôt aller en seconde générale des technologiques, puisse le demander et réciproquement au cours de cette année de prépa lycée. Alors pour les élèves aussi qui sont en situation de handicap, cela pourrait constituer un obstacle, ce fameux brevet, enfin en tout cas la répartition de l'examen. Pour Nathalie Gros, qui est présidente de la Fédération française des 10, elle dit contraindre des élèves à suivre éventuellement cette prépa lycée qui n'est autre qu'une forme de redoublement alors qu'ils sont déjà souvent en retard et qu'ils ne seront jamais bons en orthographe. Ça n'a pas de sens. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'entrer le plus vite possible en voie professionnelle où généralement ils s'en sortent très bien. J'aimerais votre avis là-dessus, Julien Caon. De fait, même si on peut, en tout cas le ministère se défend qu'il s'agisse de redoublement, de fait la classe prépa lycée crée finalement un niveau supérieur et crée une année supplémentaire pour les élèves qui y seront scolarisés. Mais un handicap supplémentaire pour justement ces enfants, ces élèves qui sont en situation de handicap, Tristan Brams ? Alors, les élèves en situation de handicap, certainement. Enfin, je pense que la personne qui s'est exprimée sur ce sujet retrace cela. Mais de façon générale, des élèves qui déjà avaient du mal au collège à pouvoir réussir dans la voie qu'on leur demandait de suivre, leur demander de refaire une année dans cette même voie, semble un petit peu absurde, et les élèves en situation d'inclusion comme les autres, c'est-à-dire pourquoi remettre le couvert une nouvelle fois alors que déjà la situation était difficile. Pour nous, c'est pas une mesure qui va dans le bon sens du tout. Et en même temps, se pose la question quand on n'a pas le niveau de savoir s'il faut passer en classe supérieure. Oui, mais alors vous parlez peut-être du redoublement qui devient à nouveau de la décision, je ne sais pas si vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, mais de la décision... On ne pourra pas, mais c'est juste évoqué. Mais en tout cas, voilà, pour nous, ça n'a pas de sens de rajouter cette année-là. Il faut intervenir en amont, il faut donner la possibilité aux enseignantes et aux enseignants et aux autres personnels de l'éducation nationale de pouvoir mettre en place des solutions bien en amont. Ce n'est pas en rajoutant une année supplémentaire, dont on ne voit pas très bien l'innovation en termes pédagogiques, qu'on va réussir à améliorer la situation. Il s'agit de travailler l'accompagnement des élèves davantage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau, Tristan Brams. Je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral du SGEN CFDT. Merci Julien Caon également d'avoir été avec nous par Skype, professeur à l'université de Picardie Jules Verne et rédacteur en chef adjoint de la revue Carrefour de l'éducation. Merci à tous les deux. On marque une courte pause et on se retrouve dans le Grand JT. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Clémentine Dupont-Avis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice de ce livre 10 idées reçues sur la sexualité pour une intimité joyeuse. L'illustratrice est Alice Dussutour et c'est paru chez Glénat, alors que le gouvernement va lancer son nouveau programme de cours d'éducation à la sexualité pour la rentrée 2024. Eh bien, il est temps de parler des idées reçues sur la sexualité parce que oui, il y a beaucoup d'idées reçues, mais surtout, c'est pour une intimité joyeuse. Et ça, c'est quand même vachement chouette. Pourquoi il fallait le notifier, cette intimité joyeuse ? Parce que je pense que c'est important de rappeler que, j'aime bien dire, la vie relationnelle, affective et sexuelle, ça doit d'abord être joyeux. Parce que ce que je dis, c'est que quand la sexualité est heureuse, l'intimité aussi est heureuse, et je crois que c'est vraiment très important. Et je trouve ça bien aussi de parler de ça et d'aborder la sexualité autour du plaisir et autour de quelque chose de joyeux. Mais pour que ce soit joyeux, il faut qu'il y ait un petit peu des règles. Et c'est pour ça que c'est important de parler des règles à nos ados, pré-ados et jeunes adultes. C'est vrai qu'on parle de consentement, bien sûr, dans ce livre aussi et dans la vie de tous les jours, et notamment à cause des réseaux sociaux. Mais on parle souvent aussi, on lit la sexualité aussi à des choses plutôt assez négatives et à ce que l'on voit dans le harcèlement sexuel et dans les agressions sexuelles tous les jours. Il fallait revenir aussi, selon vous, à ce qu'était finalement la base de la vie affective, la vie sexuelle, qui était quelque chose de positif.
positif. Oui, mais pour qu'il y ait du plaisir, j'en reviens là parce que c'est très très important, il faut qu'il y ait du respect. Il faut qu'il y ait du consentement. Et pour ça, moi, je crois que ça s'apprend, en fait. Et donc, je pense qu'il faut accompagner nos jeunes, il faut discuter avec nos jeunes et il faut surtout leur donner de l'information. Parce que s'ils n'ont pas d'information, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils vont chercher l'information par eux-mêmes. Et puis, de temps en temps, ils vont chercher l'information via, par exemple, le porno. Et le porno véhicule quand même des représentations du sexe et de l'amour qui sont assez problématiques, avec énormément de violence. Et voilà, et moi j'ai très très à cœur aussi d'informer les jeunes pour prévenir ces violences-là. Parce que je pense que plus ils se connaissent, plus ils connaissent leur fonctionnement, plus ils connaissent leur corps, comment ils sont faits, plus ils respectent aussi ce qu'ils sont, et plus ensuite leur vie relationnelle, leur intimité justement est joyeuse, et c'est ce qu'on cherche. Alors la préface, elle est du docteur Capote, qui est animateur de prévention dans beaucoup d'établissements évidemment, qui pige je crois aussi chez Cosette. Et c'est vrai qu'on parle des idées reçues, des préjugés. Est-ce que ces idées reçues-là, les premières, elles sont souvent liées à la famille, à ce que finalement on vous a inculqué? Tout à fait, ça passe d'abord dans la famille, ça passe aussi, c'est ce que dit le docteur Capote dans la préface, ce sont nos aînés aussi qui véhiculent beaucoup de stéréotypes. Mais après j'ai envie de rappeler que des stéréotypes, on en a toutes et tous. Et justement, j'ai beaucoup aimé travailler sur cet ouvrage parce que détricoter le stéréotype, c'est une petite gymnastique intellectuelle que on devrait toutes et tous faire tout le temps. Parce qu'en fait, on en véhicule, même quand on veut ne pas en véhiculer. Moi, la première, je véhicule des stéréotypes. Mais du coup, d'en avoir conscience et d'essayer de les détricoter, ça change un petit peu tout. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, dans ce livre-là, moi, j'ai vraiment œuvré non seulement à les déconstruire, mais aussi à aller peut-être chercher quelle était la base, l'origine du stéréotype. Et je trouve que ça permet, c'est très très éclairant et ça permet de comprendre plein de choses. Et du coup, de donner cette information-là aux jeunes, moi, enfin en tout cas quand j'étais jeune, j'aurais adoré avoir cette info-là. Moi aussi, j'aurais adoré. Docteur Capote dit d'ailleurs à propos des stéréotypes et des préjugés dont on vient de parler, cela nous enferme dans nos convictions, nuit à l'estime de nous-mêmes et à la qualité de nos relations aux autres. Eh bien voilà, pour moi tout est dit, et c'est ce que je disais au début de cette interview, c'est qu'en fait, on ne parle pas tant de sexualité que de relations. Et du coup, pour avoir des chouettes relations entre nous, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut apprendre à bien se connaître. Il faut aussi avoir de l'estime de soi, ça c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Pour tout le monde en fait, on s'en rend compte. Pour tout le monde. Et surtout quand on est jeune adolescent, qu'on a des boutons, qu'on grossit d'un coup, qu'on voit notre corps changer, évoluer. Et d'ailleurs, c'est ce dont vous parlez, l'idée reçue numéro 1, sans corps parfait, pas de sexualité. Et c'est vrai, ils sont tous complètement accros. Je pense que notre génération déjà l'était, celle de nos parents aussi, mais là c'est dramatique avec les réseaux sociaux et l'image. C'est dramatique, je dis on parce que je m'inclus dans le on, mais on se compare en permanence. Du coup, oh là là, je ne suis pas comme un tel, moi aussi j'ai envie d'être mince, d'avoir un corps de telle ou telle manière. Et donc, ce livret-là, notamment pour leur rappeler qu'en fait, les relations et la sexualité, ce n'est pas du tout ça en fait, c'est pas ça qui se joue. Mais pour cela, il faut apprendre à s'aimer. Et donc j'espère de tout cœur que cet ouvrage, voilà, leur montrera le chemin moi je suis peut-être pas comme les autres, je suis pas parfait, mais je vaux tout à fait la peine parce que je suis quelqu'un, j'ai des choses à donner et donc voilà, d'apprendre à s'aimer parce qu'ils sont et de s'accepter, de respecter leur choix profondément sans être dans des injonctions, parce qu'on vit dans une société avec beaucoup d'injonctions et je pense que c'est très difficile de se construire en permanence avec des injonctions parce que du coup on ne peut pas être qui on est et ça je pense que c'est extrêmement négatif pour nos jeunes. Accepter le lâcher-prise aussi. Sur la deuxième page, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a replongé dans mon adolescence. Il y a ce fameux roller coaster, l'illustration est très payante. Le roller coaster des émotions que l'on découvre lorsqu'on est adolescent ou adolescente. Pas facile. Hein. Bah non, pas facile parce qu'on traverse des moments, il y a des moments, c'est extrêmement bien illustré et d'ailleurs j'en profite pour reciter Alice Dussutour qui a donc illustré ce livre, mais vraiment les illustrations sont comme un langage, c'est-à-dire que
les illustrations permettent de donner de l'information avec le dessin, et c'est ça aussi que je trouve assez chouette dans cet ouvrage, c'est ce double langage, cette double lecture, et en effet ça représente très très bien ce par quoi on passe, mais en même temps j'ai envie de leur dire à tous les ados, à tous les et pré-ados, qu'en fait on n'y peut rien parce que ça se passe, ce sont les hormones, le corps se transforme et que ça on n'y peut absolument rien, et que voilà, et qu'il vaut mieux apprendre à traverser avec de l'humour aussi, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Bon, écoutez, moi j'ai beaucoup ri, j'ai appris plein de trucs, même si j'avais l'impression de connaître 2-3 choses quand même. J'ai appris plein de choses. Dans ce livre on parle autant de plaisir, d'émotion, de sexe, que effectivement d'anatomie, de consentement, de possible début de violence aussi, en tout cas de ne pas arriver à cela, bien entendu. On parle de contraception, bien entendu. Tout cela, donc, avec l'idée de sexualité. Et on parle aussi de masturbation. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de tabous, justement, pour, à la fois dans la société autour du sexe, et notamment pour les plus jeunes ? Je pense que ça reste un sujet. Alors après, il y a toujours le langage, c'est-à-dire ce qu'ils vont se dire entre eux, ou une posture qu'ils peuvent avoir, surtout par exemple chez les garçons, parce que la masturbation peut être valorisée pour les garçons, l'est un petit peu moins pour les filles. Mais de rappeler. C'est vrai qu'elle fait une tête bizarre là quand même. Hein, ouais, la pauvre. Non, mais elle découvre. C'est ça, elle se dit, est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas ? C'est aussi pour ça que Alice a dessiné une jeune fille, voilà, en train de découvrir ce qu'est le plaisir, mais de rappeler que la masturbation, c'est aussi apprendre à se connaître d'abord, peut-être toute seule dans son coin, avant de rentrer en communication corporelle avec un ou une partenaire, et que c'est très très important de se connaître soi-même, de savoir ce que l'on aime avant de pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre. Alors il y a aussi une autre idée reçue, je ne sais plus laquelle, si c'est le numéro 6 ou le numéro 7, c'est moi si j'avais une IST, donc une infection sexuellement transmissible, on appelait ça des MST à l'époque, ça se verrait. Ouais. On parle souvent du sexe, effectivement, de manière de faire, de violence, consentement, mais pas vraiment d'infection, pas vraiment de santé. On a l'impression que c'est des choses qui sont un peu écartées maintenant. Oui, alors, quand on était plus jeune, nous, on nous parlait que de ça. C'est pour ça qu'on ne met pas ça en premier, parce que voilà. Mais ça fait aussi partie de la sexualité, donc il faut en parler. Et j'aimais beaucoup de dire, j'ai bien aimé trouver ce titre, si j'avais une IST, ça se verrait, parce qu'on pense que c'est un peu réservé aux autres. C'est aussi encore quelque chose de tabou. Et nous, on a pris le parti pris, justement, d'en parler très ouvertement et de dire combien ce n'était pas une honte d'aller se faire dépister, et que c'était justement du respect aussi pour sa compagne ou son compagnon de faire ces dépistages-là, et pour ensuite, justement, avoir une sexualité joyeuse. Nous en revenons toujours à ce point-là. Alors, parler évidemment de la sexualité, de l'apprentissage du lien, des relations, du lien affectif, c'est très important, de toute évidence. Mais pourquoi avoir voulu faire ce livre ? Est-ce que c'est parce que vous vous êtes rendu compte que 67% des élèves n'avaient pas assisté aux fameuses séances d'éducation à la vie affective à l'école, qui étaient obligatoires depuis 2001 ? Depuis 2001, et je rappelle, obligatoire dès l'école primaire, en s'adaptant bien évidemment à la tranche d'âge. Alors, ce livre ne remplace pas un échange, on est d'accord, un véritable échange avec une personne sur le terrain, mais au moins il permet d'apporter des éléments. Et pour moi, parce que j'ai déjà fait un livre avec le docteur Rada Hatem qui s'appelle Le sexe et l'amour dans la vraie vie. Pour moi, j'ai accepté de faire ce livre parce que justement il est extrêmement complémentaire, parce qu'il aborde l'angle des idées reçues et de déconstruire ces idées reçues. Et je pense que plus il y a d'outils, plus il y a d'ouvrages sur ce sujet-là, pour moi, il n'y a pas de concurrence entre tous ces ouvrages, et plus il y en aura, et mieux ce sera. D'ailleurs, il y en a un nouveau. Et il y en a un autre aussi qui sort. Alors celui-là, il est pour les... La dame est très forte en marketing. Journal intime de mon cœur, c'est pour les plus jeunes celui-ci. Vous êtes seule à l'avoir écrit, Clémentine de Pontavis, voilà, avec les participations effectivement dans la Hatem dont vous parliez. C'est paru chez Neuf, c'est ça, l'école des loisirs, je ne vois plus rien maintenant. Oui, l'école des loisirs. J'achète des lunettes. Voilà, mais c'est pour apprendre à se connaître et essayer d'y voir plus clair dans les relations d'amour et d'amitié. Voilà, et donc je rappelle... on parle du même sujet, mais là, celui-ci s'adresse aux plus jeunes, aux pré-ados. Voilà, et voilà, et c'est deux livres qui me sont très chers et qui, j'espère, parleront et aideront et accompagneront beaucoup de jeunes. Merci d'avoir été avec nous, Clémentine du Pontavis. Merci beaucoup. On va retrouver Guillaume Buan pour sa chronique.
Allez, place à votre agenda pour ce week-end ou les vacances, si vous avez la chance d'encore en profiter pour débuter. On va partir pour Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, avec la 37e édition des rencontres de cerfs-volants. Effectivement, un rendez-vous unique qui offre aux familles une belle parenthèse enchantée, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir pour certains cette activité qui touche toutes les générations. Tenez, un petit avant-goût. Alors au programme dès demain et jusqu'au 28 avril, assistez à des démonstrations qui vous attendent sur la plage, sur l'esplanade également. Un dôme gigantesque où chaque pays va présenter ses cerfs-volants traditionnels qu'ils ont fabriqués sur place, des danses traditionnelles ou encore de la musique. À l'honneur cette année d'ailleurs, c'est l'Asie avec des déambulations en tenue, l'exposition de cerfs-volants ou encore 60 cerfs-volants qui sont dessinés par des enfants. Levez les yeux au l'air également avec des méga structures, ce sera le cas de dragons, d'oursons, de hiboux, sans oublier le village des héros ou encore le jardin des Halles. C'est donc demain à Berck-sur-Mer. Alors, si vous préférez Harry Potter, direction la Bretagne avec un château ambiance Harry Potter. Effectivement, plongez dans les cours de sortilège offerts à l'école des sorciers au Rocher Portail, un magnifique château à proximité du Mont-Saint-Michel. Ambiance. Alors, dès votre arrivée, vous allez découvrir la salle du banquet médiéval qui est authentique. Notez-le, vous serez ensuite conduit dans le château avec les salles de l'école. La visite va vous transporter dans une ambiance immersive où vous attendent des objets enchantés, des effets spéciaux, des créatures magiques. Et puis en tant qu'apprenti sorcier, vous allez pouvoir explorer les chambres des professeurs de chaque maison, un peu comme dans le film. Le thème d'ailleurs de ces vacances, puisqu'il y en a un pour les 4 prochaines vacances, la forêt interdite. Vous allez découvrir les alentours avec un parcours et un jeu. Rocher Portail, c'est quand même l'unique école de sorciers en Europe dans un château qui est classé monument historique. Alors, il y a 2 formules qui s'offrent à vous. L'après-midi, vous en comptez près de 30 € par personne pour les plus de 12 ans, 25 € pour les moins de 12 ans entre 14 h et 19 h 30. Et si vous souhaitez vraiment vous imprégner de cette ambiance, il y a un dîner-spectacle. Comptez près de 100 € par personne pour une durée de 3 h 30 tout de même, mais c'est une belle immersion. Ah oui, effectivement, c'est pas donné. Partons sur la Croisette à Cannes, non pas pour le festival qui débute dans un mois, mais plutôt pour nous faire découvrir l'orchestre de Cannes et surtout le concert le Baby Concert. Effectivement, on voulait mettre cela en avant. C'est une série de concerts spécialement pensés pour les tout petits. Des œuvres douces, ludiques d'une trentaine de minutes afin de favoriser un éveil musical tout en douceur et de partager également un moment de découverte. Une expérience pour développer leur sensibilité, égayer leur curiosité avec des concerts qui sont pensés pour les nourrissons. Ils peuvent bien sûr jouer, ils peuvent dormir, ils peuvent éclater de rire, voire même pleurer. Tout est permis. Et en plus de cela, l'Orchestre National de Cannes met tout en œuvre pour leur bien-être à vos petits enfants, des poussettes qui sont donc adaptées, stockées. Vous avez des change-bébés à disposition. Le programme est à découvrir sur le site internet orchestre-cannes.com. Et dans un autre style, amateur de course hippique, l'hippodrome de Toulouse vous attend pour un défi au galop. Et on en parle rarement de l'hippodrome, mais c'est aussi une très belle sortie. C'est pourquoi d'ailleurs à Toulouse, on a envie de faire découvrir cette autre activité. C'est au cœur de la ville rose, donc à 4 km de la place du Capitole, l'hippodrome de Toulouse qui s'étend sur 34 hectares de verdure. Alors quel est le programme ? On a posé la question au président de l'hippodrome, Manuel Demnard.
C'est une compétition qui a été mise en place au niveau national pour aider le développement des courses de haut niveau en province. Et lors de cette journée phare, on a mis en place une chasse aux jeux pour les enfants qui commencera à 10h. Les grilles s'ouvriront et les 150 premiers enfants arrivés on leur remettra un sac et ils pourront courir dans l'hippodrome pour aller à la chasse aux œufs. À la suite de ça, comme cette journée de course, il y a des horaires quelquefois qui sont différents. Cette fois-ci, ça commence assez tôt. Comme ça commence assez tôt, on a organisé un brunch qui sera dans le restaurant panoramique de l'hippodrome avec vue sur les pistes. Alors, vous accueillir dans les meilleures conditions avec en plus de cela, une visite. Il y a quelqu'un, quand on a des courses vendredi, samedi et dimanche, qui toutes les heures fait visiter l'hippodrome aux gens qui le désirent. Ils ont un lieu de rendez-vous. Et cette personne commande des écuries, elle passe au hall de Paris, elle passe au restaurant panoramique, elle passe à tous les endroits pour terminer jusque dans le bureau des commissaires où, entre deux courses, ils ouvrent leurs portes pour leur montrer comment ils travaillent. Il y a également 3 épreuves de prestige pour ce dimanche, il est bon de le rappeler. Le prix d'entrée, c'est 5 € pour tout le monde. Vous partirez où, vous, alors, ce week-end, du coup? J'avoue que l'hippodrome me tente bien, je suis très joueur. Oh non, c'est moi, ça on avait dit. Oh. Vous partez avec Harry Potter, vous. Bon, je pars avec Laura, effectivement, ça a plu en régie, on peut le dire. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invitée est la chanteuse du groupe Madame Monsieur, c'est Émilie Satt. Si t'es OK, on attaque la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment consacrée à l'éducation. Allez. Bon, pour toi, l'école, ça remonte un petit peu. Mais quel regard tu portes sur l'école aujourd'hui en France? Quel regard je porte sur l'école? J'ai un petit garçon, on a un petit garçon qui est en première année de maternelle, donc on débarque là-dedans. Eh ben, ça permet d'avoir un tout premier avis. Carrément. Déjà, c'est un grand bonheur de le voir aller à l'école en étant content, même s'il y a des matins, il râle, il préférait rester et tout, mais en fait, il passe un pied dans la cour, c'est la joie. Il est tout de suite content. C'est hyper chouette, et sachant qu'en plus, c'est particulier, nous, depuis chez nous, on a vue plongeante sur la cour d'école et les salles de classe. Tu peux continuer de surveiller. Le lien n'est jamais coupé. Non. Et jusqu'en CM2, on va le voir dans la cour avec ses copains. Donc, pour l'instant, il est content. Peut-être qu'après, il ne sera pas content. Mais en tout cas, pour l'instant, le regard qu'on a, c'est du bonheur, de la tendresse, de le voir apprendre aussi, revenir avec des connaissances. Enfin, ça paraît bête, mais c'est magique, quoi. Si tu avais une baguette magique, justement, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que je changerais? J'aimerais, en fait... Dans l'album qui est sorti il y a 1 an, on a rédigé quelques notes personnelles et il y en a un qui parle de l'uniforme scolaire. T'aimerais remettre l'uniforme scolaire? Et moi, j'aurais adoré, en fait, aller à l'école et avoir l'uniforme. Les fringues, pour moi, ça a été un cauchemar à l'école parce que je m'en foutais un peu, mais quelque part, je me rendais compte de la pression que ça exerçait socialement et que ça te catégorisait et que ça te mettait dans... En fait, que tu pouvais pas... Habille-toi si tu peux. Que tu pouvais pas exister si tu te définissais pas par tes vêtements, en fait. Et moi, c'était pour moi une pression énorme. Et j'adorerais que les enfants puissent garder cette partie-là de pression sociale, de code vestimentaire pour après. Et que quand on est enfant, on puisse juste se dire je vais jouer avec mes copains, je vais apprendre et se lever le matin. Oui, pas avoir ce souci en plus. Il y a des enfants qui se rendent malades de savoir ce qu'ils vont mettre parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de s'acheter les fringues que les autres possèdent, parce que ils ont mis tel vêtement il y a 2 jours, ils vont pas remettre le même, sinon ils vont se faire charrier. En fait, si on pouvait leur enlever cette partie-là de leur petite tête, cette charge mentale, ils pourraient être vraiment des enfants, en fait. Et se consacrer à jouer, à créer, à apprendre. Et moi, j'aurais adoré qu'on me déleste de ça jusqu'en... franchement, ça m'aurait pas gêné d'avoir un uniforme jusqu'au lycée. En plus, ça a un côté stylé, ça a un côté fédérateur. Et ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Tu peux briller et exister, te distinguer par autre chose que ton apparence, quoi. Et je trouve que ça serait génial si on... Enfin, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi, je suis très favorable à cette démarche. Même si on croit souvent qu'il y avait l'uniforme avant, mais il n'y a jamais eu d'uniforme en France, en fait. Ah bon? Non. Il y avait des blouses pour pas se salir, qu'on mettait par-dessus ses vêtements. Tu vois, on arrivait avec la blouse à l'école? Alors, je sais pas si on arrivait avec ou si on la mettait quand
quand on arrivait à l'école. Mais en tout cas, il n'y avait pas l'uniforme tel qu'on le voit à l'américaine, où tu as ton pantalon ou ta jupe. Même pour nos grands-parents ? Je crois pas, non. Tu mettais une blouse pour pas te salir avec l'encre des encriers. Mais voilà. Toi, l'éducation, c'était un sujet qui te tient à cœur, par ailleurs. Oui. Je crois que tu as un projet sur J'ai un projet, j'ai un projet que j'ai commencé à développer il y a 1 an. C'est des messages à destination des enfants à partir de 3 ans qui sont en fait conçus de manière extrêmement simple et non anxiogène et qui sont faits pour délivrer aux enfants les fondamentaux sur 3 grandes familles qui sont la prévention, le vivre ensemble et la confiance en soi. En fait, l'idée, c'est vraiment de leur donner en amont de problèmes qu'ils peuvent rencontrer ou d'impasse émotionnelle, de leur donner les clés pour qu'ils puissent savoir comment réagir dans des situations plus ou moins graves. Ça va des violences sexuelles à comment faire si mes parents se séparent ou aller vers un enfant qui est seul dans la cour ou comment gérer le blues du dimanche soir. Enfin, Est-ce que ça, c'est par exemple quelque chose qui manquerait à l'enseignement en France ? À l'enseignement, je ne sais pas. Parce que je pense que c'est déjà beaucoup de choses à faire à l'école, mais en tout cas dans les familles alors. Dans les familles, dans les sujets abordés en famille, même quand on est plein de bonne volonté, parfois on ne sait pas quel mot utiliser, trouver les bons mots et le bon moment pour dire les bons mots, c'est pas facile. Donc j'ai l'impression que ça pourrait être chouette d'avoir ce prétexte en fait de très courts messages très simples qui permettent à la fois d'informer les enfants et de provoquer le dialogue en famille sur une infinité de sujets. C'est quelque chose qui est venu dans ta tête quand tu es devenue maman ? Quand je suis devenue maman, mais aussi qui est devenu très concret quand j'ai commencé à voir, il y a eu MeToo, puis il y a eu MeToo inceste. Et j'ai vu tellement de témoignages d'adultes qui racontaient comment toute leur vie a été impactée par ce qu'ils ont vécu enfant. Et en fait, avec les algorithmes, j'en étais submergée. Et comme je suis d'une nature assez sensible, ça m'a vraiment impactée. Et j'ai trouvé un point commun dans tous ces messages. C'était la notion de secret. Oui. Le secret qui verrouille toute possibilité de parler. Tu sais, le secret que l'agresseur impose à l'enfant ou qu'on s'impose à soi-même. Puis la pudeur aussi de parler. Ouais. Et justement, et en fait, je suis simplement partie de cette idée que si les enfants savent que ce n'est pas un secret, ça paraît bête, mais c'est déjà un super bon début de pouvoir dire à quelqu'un « tu me dis que c'est un secret, mais moi je sais que c'est pas un secret. Je l'ai vu à la télé, je l'ai vu dans une bande dessinée. » Donc voilà, j'ai tiré le fil de cette idée et c'est en train de prendre vie. J'espère que ça verra le jour. Voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir dans cette émission, de nous partager ton enfance. On se retrouve très vite sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika, et à lundi, tout de suite c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Les mères surtout, vous le dites, le quotidien des enfants, c'est l'affaire des mères. En tout cas, c'est elles qui sont très visibles quand on fréquente ces associations-là. C'est elles qui sont très visibles quand on se rend dans les écoles et qu'on assiste au café des parents, aux classes ouvertes en activité. Et surtout, ce que nous montrent les travaux en sociologie de la famille, et c'est particulièrement vrai dans les classes populaires, mais les mères restent des figures centrales, on va dire, dans l'éducation des enfants encore aujourd'hui. Pour situer votre terrain de recherche, alors vous ne donnez pas la ville exactement, mais on est en banlieue. Voilà. Quartier populaire, il y a une école privée, il y a une école publique. Il y a plusieurs écoles publiques en REP et en REP+. C'est ça. Et il y a effectivement, c'est un peu une particularité de cette enquête, une école privée, mais qui accueille les familles du quartier. Donc on pourrait rentrer dans le détail, et effectivement, c'est des familles qui sont peut-être légèrement plus favorisées que celles qui fréquentent les écoles publiques, mais sincèrement, c'est pas une grosse différence. Oui, on ne le voit pas dans les chiffres en fait. C'est peut-être une posture par rapport à l'éducation aussi qui rentre en ligne de compte. Ça pourrait. Les pères se manifestent pourtant parfois, mais dans des conditions très particulières.
Oui, alors il y a des pères qui sont là quand même au quotidien dans certaines familles que j'ai rencontrées, mais c'est très intéressant parce que les mères, elles disent bien ils aident, donc ça veut bien dire que c'est elles. C'est quand même elles qui font. Voilà. Et après, en fait, souvent l'école sollicite les parents, les pères en l'occurrence, sur des temps assez particuliers quand on considère que c'est une décision particulièrement lourde ou qu'on n'arrive plus trop à gérer la situation. Et là, on fait appel aux pères. En gros, quand il y a un problème, notamment de discipline. Voilà. Ou les grosses questions d'orientation. Voilà, exactement. Parmi ces nouveaux collèges, il y a le collège Nantes Centre. Il fusionne 2 collèges, je crois, dont un feu en RED+, une vraie mixité sociale donc. Est-ce que ça nécessite un accompagnement spécifique ? Nous avons une particularité sur l'ouest de Nantes d'avoir des collèges qui ont peu de mixité. Alors qu'à l'échelle du département, beaucoup de collèges sont mixtes avec des enfants de milieux plus favorisés, des enfants de milieux populaires ou défavorisés. Et sur ce secteur, on a, sur l'ouest de Nantes, on a plutôt soit des collèges qui accueillent des enfants de milieux plutôt favorisés. Et ça, c'est l'éducation nationale qui nous l'indique, puisque maintenant, il y a l'indice de positionnement social, les IPS, qui indiquent quelle est la situation sociale de l'ensemble des familles. Et nous avons un collège qui est actuellement dans un quartier d'habitat social, quartier très populaire, qui n'a pas de mixité sociale non plus. Ce sont quasiment que des enfants de milieux très populaires, voire des familles qui sont en difficulté, qui sont en recherche d'emploi. Et donc nous avons eu la volonté, à l'occasion de la construction de ce nouveau collège de centre-ville, de revoir le périmètre de recrutement pour que des enfants de milieux divers puissent accéder à ce collège. Parce que pour nous, la mixité, c'est une chance, c'est un enjeu républicain. Il faut que l'ensemble des enfants, quel que soit leur milieu social, la situation de leurs parents, puissent se rencontrer. La génération actuelle, la génération Z, on a l'impression, on dit souvent en tout cas, qu'elle a du mal à comprendre la génération de leurs aînés, de nos parents. Leur relation aussi au monde du travail alimente beaucoup de débats. Et si tout le monde semble avoir un avis sur la question, celle des jeunes eux-mêmes n'est pas forcément écoutée ni prise en compte. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi ? Justement, la formation qu'on a créée, CENO, donc pour convaincre, écouter, négocier, opérationnaliser, le but, le motto, ce que j'aime expliquer à nos élèves, c'est on essaye de se faire entendre, première étape, prendre de la place, porter les sujets qui nous tiennent à cœur, mais aussi être entendu. Et qu'en fait, ça sert à rien d'arriver, en tout cas ça sert dans certaines causes, il faut des militants, il faut des activistes. Mais derrière, ça sert à rien d'arriver dans le bureau de son supérieur ou de sa manager et de dire, voilà, mes convictions, voilà ce que j'exige de l'entreprise. Souvent, ça ne marche pas. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver un peu le bon niveau d'empathie, d'écoute pour proposer être dans la co-construction, mais être constructif en fait. Et du coup, nous, on travaille beaucoup là-dessus parce que derrière, il y a beaucoup de clichés autour des générations. Il suffit de taper génération Z au travail sur Google. Alors là, mais c'est délicieux parce qu'on retrouve la même chose sur la génération Y il y a 10 ans. Et puis en fait, on peut remonter à l'Antiquité et les jeunes ont mauvaise presse. Enfin, globalement, et plus ils vieillissent, plus les mentalités changent. C'est ce que vous nous dites. C'est ça. Donc en fait, il faut sortir. Quelque part, il y a un manque de communication et il y a beaucoup d'interprétation. Donc en fait, il faut recréer des espaces de dialogue. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. C'est recréer du commun. On pose la question, racontez-nous votre premier job. Tout le monde a un premier job, on peut recréer du lien. Quel âge vous avez dans votre tête ? Enfin, des petites questions un petit peu pour rentrer dans le sujet, qui ensuite recrée du lien. Et nous, c'est aussi comment on crée des espaces de travail où on se côtoie. Peut-être on a des projets communs, par exemple, sur les transitions. On crée une équipe de personnes de toute l'entreprise et de tous les âges pour mettre au service d'un sujet stratégique pour l'entreprise. On crée un tournoi de foot, j'en sais rien, pour recréer du lien entre des collaborateurs, collaboratrices qui ne se rencontrent pas forcément. Il y a plein de manières de le faire. Il y a plein de petites techniques. Nous, on a fait ça par format d'atelier pour faciliter le dialogue. On le fait soit en huis clos avec les jeunes pour qu'ils nous racontent sans filtre ce qu'ils pensent et on fait la traduction ensuite pour que ça amène à quelque chose, soit on le fait avec un mélange. Mais tout l'enjeu, c'est de réunir les gens et sortir de l'interprétation parce que derrière, les clichés, il y en a beaucoup sur le sujet.
C'est un livre, je le disais, sur les familles populaires immigrées. Enfin, je le disais parce que c'est dans le titre du livre, hein, mais chaque mot compte. Puisque pendant longtemps, on a expliqué que les difficultés des enfants issus de ces familles étaient plutôt liées à leurs origines sociales. On disait, en fait, voilà, c'est la donnée immigration, elle compte pas énormément. Vous montrez que c'est quand même plus compliqué que ça. Alors, en fait, ce que je montre, c'est que pendant longtemps, les enseignants ont attribuer les difficultés des enfants à leur origine sociale et que maintenant, dans les discours des enseignants, ça se tisse avec la question de l'origine culturelle. Mais en fait, ce que montrent les travaux en sociologie de l'école, c'est que l'origine sociale prime. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et c'est le discours qui a changé, en fait. Exactement. C'est la manière de lire ce qui se passe qui a changé. Mais ce qui se passe, ça reste empreint des inégalités sociales. Si je le dis en caricaturant complètement, être, par exemple, fils de médecin immigré réussit de la même façon qu'un fils de médecin non immigré, ou quasiment. Probablement. Probablement. Les associations, c'est le seul recours face au manque d'infrastructures? Ah non, mais le département est très mobilisé sur cette question, à la fois en accompagnant ce projet. D'ici 2028, nous aurons accompagné 79 projets de logement inclusif, accueillant plus de 450 personnes en situation de handicap. Et ça peut être, comme le cas que nous voyions à l'instant, des jeunes atteints de troubles autistiques. On a écouté effectivement il y a un instant dans ce reportage Jean-Bernard Bidot. Changer le regard sur le handicap, ça passe par l'école? Ça commence à l'école? Ça passe par l'école et donc on parle souvent de l'inclusion à l'école, et pour que l'inclusion soit réussie, il faut avoir les réponses adaptées, et ça passe parfois par des personnels formés. Il y a des AESH qui sont des personnels salariés par l'éducation nationale qui accompagnent ces enfants en situation de handicap. Mais la réponse est diverse, elle doit être diverse en fonction des enfants, parce que certains ont plus leur place dans des instituts spécialisés, et il ne faudrait pas que l'inclusion à l'école soit la seule réponse aux enfants. Parfois, être dans un institut de médico-éducatif, un IME, c'est plus adapté. Et donc là, c'est bien à la fois aux parents qui connaissent bien leur enfant et qui savent ce qui est bon pour lui, et aux professionnels de dire quelle est la meilleure réponse pour cet enfant. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé l'émission. À la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Le son, c'est Héloïse Merlin. Au maquillage, c'est Sophie Coulon, et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. Et on aime bien finir sur un petit fou rire en fin d'émission. C'est la fin de la semaine. Voilà, c'est comme ça. Bonne soirée.